Bonjour, c'est Christelle Cronier pour le Cercle de Confiance. Aujourd'hui, Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School, revient sur la révolution des crypto-monnaies en tant que nouvelle façon de concevoir les transactions et l'organisation de l'économie. Je voulais évidemment commencer avec l'actualité, le crack, dit-on, des Oui, crypto-monnaies. J'ai cru oui, comprendre que depuis janvier, en fait, la crypto-monnaie avait perdu 53% de sa valeur. oui. En fait, ce qui s'est passé, donc pour résumer un peu ça va faire un an, presque un an et demi. Oui, ça fait un an et demi maintenant. Oui, En fait, le, le Bitcoin et d'autres cryptos, puisqu'en fait, le Bitcoin n'est pas celle qui avait augmenté le plus au cours de cette folle aventure 2021, puisque c'est oui, un peu ça, hein, ce qui s'est passé. Euh, il est passé de 18 000 en novembre 2020 oui, et il est monté une première fois en avril 2021 à 63 000. oui, Il est redescendu à 30 000 vers mai, à peu près mai-juin, et remonté jusqu'à quasiment 70 000 en novembre. Vous d'accord. voyez, donc voilà, donc en novembre 2022. Donc c'est-à-dire en fait en 2 années, il aura fait 18 000, 72 000 pour après redescendre à nouveau. Non, je dis n'importe quoi, c'est novembre 2021. Donc en Oui, un an, il est passé de 18 à 72 000 oui, en faisant en faisant quand même déjà je vais y arriver, une montagne russe, hein, puisqu'il était redescendu à 30 en mai. oui. Et à nouveau, aujourd'hui, il est revenu à son niveau quasiment de novembre 2020. Vous voyez? Oui, donc des Donc en écarts 18 énormes. mois, il a fait deux bosses, en fait, pour descendre au même endroit. Et Donc, vous qui êtes économiste, est-ce que oui. est-ce que c'est, enfin, je veux dire, c'est du jamais vu ou alors est-ce que Alors, c'est du jamais vu. Il y a des actifs qui sont volatiles. Voilà, il y en a eu d'autres. Et puis, bon, il y en a beaucoup qui comparent ça avec la folie de la tulipe. Voilà. ouais, Bon, là, on est effectivement en présence d'un autre phénomène. Donc, donc, dans le cas très spécifique du Bitcoin, il y a une raison pour sa volatilité accrue du prix oui, par rapport à d'autres. C'est qu'en fait, son offre est fixe. oui, Elle est fixée à 21 millions et elle ne dépend donc pas de la demande. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la demande qui va créer l'offre. En fait, l'offre, elle répond en fait à l'algorithme qui régit sa production. d'accord. Mm, mm. Voilà. Donc, dans ces conditions, quand on a, économiquement parlant, quand on est dans une situation où on a un marché où l'offre est, on dit, rigide, fixée, Oui, donc, eh bien, on dit en général que le prix est drive la demande, est drivé par la demande, excusez-moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la demande qui va faire le prix, puisque comme l'offre ne réagit pas à la demande, bah forcément, si je demande beaucoup, bah, le prix augmente beaucoup. Si je demande pas beaucoup, bah, le prix baisse beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, il n'y a pas de... L'offre, elle est verticale. Donc, oui, si vous faites un simple graphe offre-demande, bah, dès que la demande augmente, le prix augmente fortement. Et dès que la demande baisse, bah, il baisse aussi brutalement. donc il Et suffirait donc que là, quelques milliardaires réinvestissent massivement en Bitcoin. bon, oui, peut-être pas à ce point-là, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment un marché c'est comme si vous voulez sur le marché de l'art, hein, vous Oui, voyez, sur une œuvre, eh ben, si tout d'un coup il n'y a plus personne pour l'acheter, ben, son prix diminue très fortement. oui, bien sûr. Donc un marché donc dont la volatilité est exacerbée, si vous voulez, pour le Bitcoin par la fixité de Oui. son offre. Est-ce que cette crise, elle touche uniquement les crypto-monnaies ou c'est vraiment parce que les marchés mondiaux ben, sont en recul Oui, alors là, c'est effectivement un point important, c'est que alors ces marchés de crypto-monnaies, pendant longtemps, enfin, ont fait l'objet évidemment de recherches académiques en finance notamment, hein. Vous avez eu pas mal de publications sur le marché des crypto-monnaies Oui, qui regardaient ça comme pour savoir un peu ce que représentait cette crypto-monnaie, puisqu'on ne savait pas trop si c'était toujours le débat, est-ce que c'est une monnaie ou est-ce que c'est un actif. oui, Voilà, vous avez peut-être vu qu'en Europe, les autorités, en tout cas, elles font un point d'honneur en fait à appeler ça un actif et non pas une monnaie. oui,
aux États-Unis, on est plus libre sur l'appellation. Enfin, il y a pas, les régulateurs américains n'ont pas. D'ailleurs, ils l'appellent plutôt crypto-monnaie que actif. C'est assez significatif comme différence. Et en effet, du coup, ça a attiré l'attention des chercheurs en finance pour savoir un peu quel statut avait cette nouveauté. Oui. Et les études jusqu'à 2021 montraient plutôt que le prix, en fait, que la variation des prix des crypto-monnaies n'était pas corrélée, en fait, avec la variation des prix des actifs, des autres catégories d'actifs, si vous voulez, comme les obligations et les actions. Oui. Donc il y avait plein de sujets sur est-ce que la crypto est un hedge, c'est-à-dire protège, ou est un élément de diversification de portefeuille, ou est-ce que c'est même une classe d'actifs en tant que telle qui ne se comportant pas comme les autres, n'étant pas corrélée avec les autres du tout, eh bien serait une nouvelle catégorie d'actifs. C'était vraiment une grande partie de la recherche en finance depuis 2018, depuis le premier boom où on a beaucoup parlé de crypto, vous voyez. Oui. Et puis 2021, retournement de situation avec cette 2021 qui a été l'envolée du Bitcoin, puisque comme je vous ai dit, entre janvier et avril, il est passé de 20 à 60 en quelques mois. Eh bien, on a constaté l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu que finalement, le Bitcoin avait augmenté comme les actions, comme le marché, si vous voulez. D'accord. Comme le reste du marché plus standard. Donc, à cela, une raison très simple, c'est qu'en fait, 2021 a été l'année de l'entrée des fonds américains, notamment, dans la crypto. D'accord. C'est-à-dire que jusqu'en 2021, il n'y avait pas beaucoup d'investisseurs institutionnels. Oui. Voilà, il y avait des fonds crypto qui s'étaient montés, mais je dirais par des non institutionnels. Et 2021 a vraiment été une année différente, et c'est pour ça que je vous avais indiqué novembre 2020 comme étant un peu aussi une référence, c'est qu'en fait, novembre 2020, c'est aussi l'arrivée de PayPal dans la crypto. Ah oui, c'est vrai, exactement. Vous voyez, donc là, on commence à voir des acteurs standards qui montent sur la crypto en se disant que c'est un secteur intéressant, la blockchain, et donc les tokens et les crypto-monnaies qui vont avec, et qu'il faut il faut être dedans. Il faut exister dans cet écosystème. Je ne sais pas si ça a été fait, mais j'avais vu que la Chine voulait lancer une crypto-monnaie nationale souveraine. Oui, elle l'a lancé, oui. Elle a sa propre. Elle a le yuan digital. Il s'appelle le digital yuan ou le digital RMB. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu que Facebook avait lancé sa crypto-monnaie Libra. Oui, mais lui, ça a été. Par contre, alors là, pour le coup, maintenant, c'est totalement terminé, l'aventure Libra, qui s'était transformée en Diem entre-temps. Oui. Qui a été revendu à une banque américaine, Silvergate, en décembre ou janvier, décembre 2021 ou janvier 2022. Donc là, cette partie est terminée. Elle avait conservé le portefeuille qui s'appelait Novi. Et là, visiblement, à l'occasion du retournement du marché des cryptos, là aussi, ils viennent de dire qu'en fait, ils abandonnaient Novi. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils ne croient plus dans les crypto-monnaies. En fait, le projet Facebook a commencé en juin 2019 et a totalement disparu. Mais est-ce que ça veut dire que il faut plus croire dans les crypto-monnaies non, c'est qu'à mon avis, ils vont revenir autrement. D'accord. Ils vont faire parce que là, ils sont surtout sur leur idée de métavers là en ce moment. Ils sont surtout concentrés là-dessus. Et donc, je pense que, visiblement, en tout cas, l'idée, c'était, ils avaient gardé Novi. On s'était dit qu'ils gardaient Novi comme, effectivement, solution de paiement qui irait peut-être avec leur métavers. Oui. Et apparemment, il en est autrement. Voilà. Mais ça, c'est vraiment tout récent. C'est une nouvelle que j'ai lue hier et c'était vraiment tout récent. Et effectivement, ça avait un peu pris par surprise les analystes. Oui. Ils ne s'attendaient pas trop à ce qu'ils rendent le tablier aussi sur le portefeuille.
les crypto-monnaies, il faut les regarder dans une optique plus long-termiste. Est-ce que c'est la nouvelle économie du futur ou Oui, c'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que les gens comme moi, plus optimistes de la crypto, oui. C'est comme ça qu'on le regarde. C'est-à-dire que les crypto-monnaies, c'est vraiment un nouveau moyen, en fait, je dirais presque, de concevoir les transactions et même l'organisation de l'économie. Oui. Et que du coup ça va plus loin que ça, et que là, ce à quoi on a assisté sur la crypto, et évidemment pour le Bitcoin, est fortement ironique, puisque le Bitcoin est né, si vous voulez, comme un contre-mouvement oui. à l'excès de création monétaire de la part des banques centrales à la suite de la crise de 2008-2009. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'était d'éviter les systèmes de paiement bancaires et financiers traditionnels, c'est ça ? Alors, c'est pas tellement le paiement qui leur posait problème, c'était vraiment le fait qu'on crée trop de monnaie. Oui. Qu'il y ait une espèce de système où il y a le contrôle, en fait, du crédit ne se fait pas efficacement. Oui. Et que donc on va dans des économies finalement qui vont dans des cycles entretenus par le manque de contrôle des banques par la Banque centrale. C'était ça les libertariens ? C'était l'idée libertarienne derrière le projet du Bitcoin. C'est pour ça que le Bitcoin est né avec une offre fixe, oui. Et avec une règle de production monétaire, oui. Qui était donc, si vous voulez, régie par une décision non humaine, oui, puisqu'elle est régie par un algorithme. Donc, si vous voulez, ça répond à la problématique, comme on ne peut pas faire confiance ni à la Banque centrale, qui est toujours influencée par les politiciens, oui. On va faire court, c'est un peu ça l'idée, eh bien, on va s'en remettre à un système qui dépend, qui est totalement, qui peut pas subir l'influence de la décision humaine. Ouais. En fait, c'est très, c'est vrai, ça s'inscrit en fait dans le sillon de la théorie monétariste, mine de rien. Oui. D'ailleurs, Friedman, à la fin de sa vie, était un peu plus libertarien que moi. Il était beaucoup plus libertarien à la fin de sa vie qu'au début. Et en fait, Friedman, il était très conscient de l'influence des politiques sur le cycle monétaire. Oui. Avait lui aussi, dans sa théorie monétaire, il dit que le système le moins perturbateur, donc celui qui provoquerait le moins de cycles économiques, serait un système où on inscrirait dans la constitution de la Banque centrale une règle de croissance de la monnaie. Oui. Il l'avait appelée la règle d'or, pour justement empêcher les politiciens de toucher à cette règle. D'accord. Donc c'est pas une idée révolutionnaire ou nouvelle de ce point de vue-là, au niveau de si vous voulez, de l'analyse monétaire. Le fait d'avoir cette dimension politique dans le cycle économique. Et en fait, à l'occasion de développement technologique, les concepteurs du Bitcoin, enfin du Bitcoin, se sont dit, on va pousser plus loin, on va utiliser la technologie au service en fait de la monnaie. Ouais. Et donc, on va concevoir une monnaie, parce que le Bitcoin est vraiment conçu comme un moyen de transférer de la valeur. Il peut aussi transférer autre chose, mais c'est vraiment conçu, il a vraiment une ADN de monnaie dans la façon dont il est construit. Et donc, c'est une architecture, en fait, qui effectivement substitue notre architecture bancaire telle qu'on la connaît. Oui, qui protège contre les gouvernements qui pident, on va dire. Qui protège contre les gouvernements et qui assure un niveau de sécurisation des transactions qui est même plus élevé que notre système bancaire lui-même. Et du coup, selon vous, quel serait en fait le meilleur investissement à faire aujourd'hui et dans quelle crypto-monnaie ? De toute façon, moi je dirais que la crypto-monnaie, elle n'a pas comme vocation de jouer un instrument d'investissement, en fait, puisque en fait son but c'est de se développer en tant que moyen d'échange, en fait. Et donc après, le fait qu'on l'utilise comme moyen d'investissement, c'est parce qu'elle a cette particularité d'être donc
comme elle a une offre fixe, Oui. elle a, par définition, si on pense qu'elle va être plus utilisée dans le futur, elle est par construction déflationniste, c'est-à-dire que son prix a tendance à augmenter puisque son offre est fixe. Oui. Donc plus je vais la demander, plus son prix va augmenter puisque son offre est fixe. Oui. Et donc si je parie qu'elle a du succès dans le futur, je parie donc que son prix va être plus élevé. Oui. Donc ça en fait aussi une possibilité de protéger la valeur dans le futur. Oui. Voilà. Et mais ça n'a pas été la motivation première de sa création. Donc c'est pour ça que l'utiliser comme moyen d'investissement, c'est en effet ça comporte des risques, puisque c'est pas sa vocation première. Mais du coup, même si c'est pas pour un investissement, vous miseriez plus sur quelle crypto-monnaie? Moi, je continuerai à miser sur le Bitcoin parce que je pense qu'effectivement, il a une caractéristique qui est celle de présenter une forte protection contre. Elle offre un niveau de sécurisation des transactions qui est relativement inégalé. Oui. Qui est donc sa fameuse preuve de travail, qui est par ailleurs critiquée parce que consommatrice d'énergie. Oui. Mais d'un autre côté, qui est effectivement très robuste contre les tentatives d'attaque et puis d'attaque du système. Et il est assez bon en termes de robustesse de réponse. Oui. Et puis l'Ethereum, parce qu'effectivement, ça permet l'introduction de ce qu'on appelle les smart contracts. Donc ça permet le développement de nouvelles façons d'envisager les transactions et les chaînes de valeur en fait dans les différents secteurs d'activité, en particulier les activités collaboratives. Les activités collaboratives de quel type? Du style, par exemple, dans la musique. Oui. En fait, c'est des musiciens qui collaborent pour un projet. Ah oui, oui. Et en fait, vous pouvez, avec l'aide de smart contract, en fait, vous pouvez redistribuer la valeur. D'accord. Avec l'intégration dans le code de rémunération automatique. Donc en fait, ça laisse entrevoir un domaine de possible qui est très grand en fait en termes d'organisation en fait de chaîne de valeur. En fait, ce qui s'est passé cette année en 2021, pour résumer, si vous voulez, c'est qu'il y a eu une hausse très forte donc de l'appétence des investisseurs plus institutionnels pour le Bitcoin, qui a été alors on se dit pourquoi maintenant et pas un an avant. La question est juste, c'est-à-dire que pourquoi ça pourrait être un an d'avant, j'en sais rien du tout, je saurais pas vous répondre pourquoi ils ont décidé en 2021 et pas en 2020. Ce qui est sûr, c'est que ça a été entretenu par le fait qu'on avait un contexte de taux bas, et que à force d'avoir des taux bas, vous avez des problèmes de rentabilité, et que certains investisseurs se sont dit si du coup je mets un petit peu de Bitcoin dans mon portefeuille, peut-être que ça va augmenter sa rentabilité. Voilà, donc ça a été une chose. Et du coup, vous avez aussi une utilisation, et ça a surexposé le secteur des cryptos, où vous avez plein de projets qui sont nés. Et pareil, vous avez entendu parler des NFT. Oui, bien sûr. Et donc, si vous voulez, ça a favorisé l'afflux de liquidités qui sont abondantes sur le marché depuis maintenant de nombreuses années. Et depuis le Covid, et puis comme là maintenant le Covid était passé, il y avait une envie d'utiliser ces liquidités qui, pendant un moment donné, on était tous à la maison en train de pas faire grand chose. En fait, vous avez eu un attrait pour le développement des projets qui étaient liés à la crypto, qui semblait être le nouveau secteur dans lequel aller. Et comme dans tous les nouveaux secteurs, on a une absence de référence. Donc on peut nourrir les projets les plus fous en se disant qu'ils sont peut-être possibles, quoi. Finalement ça permet de développer la créativité aussi. Oui, et puis après aussi la créativité vers des trucs qui finalement ne déboucheront sans doute sur rien, mais voilà, vous savez, c'est comme les années 2000 avec Internet. Vous avez vu des entreprises qui ont été sans doute financées et qui n'ont rien donné. Et puis d'un autre côté, vous avez eu Amazon qui a marché. Enfin, vous voyez, c'est ça. Est-ce qu'on doit blâmer systématiquement parce que ça peut être vu comme de l'irrationalité, mais ça c'est le propre de l'innovation. C'est-à-dire que dans l'innovation, comment vous pouvez savoir aujourd'hui qui va marcher ou qui va pas marcher? On ne sait rien. Voilà,
c'est vachement facile de donner des leçons après. Ouais. Mais sur le coup, qui aurait parié son chapeau que Amazon, ça allait être ce que c'est aujourd'hui? Je veux dire, Tesla, vous vous rappelez le nombre de gens qui disaient que Tesla, ça allait pas... Oui. que c'était industriellement, ça tenait pas la route, ça n'allait pas aboutir, que c'était un projet trop prématuré, qui allait déboucher sur rien, qui n'était pas du tout équipé, enfin, qui n'avait pas les armes pour faire face aux constructeurs automobiles classiques. Oui. Ben voilà. Finalement. Donc je pense que si vous voulez, oui, évidemment, ça favorise l'irrationalité. Enfin, je vais pas vous dire le contraire, mais quand on est fondamentalement dans un secteur innovant, on peut pas y couper. Je ne nie pas non plus qu'il y a des excès, qu'il y a des abus de gens naïfs qui vont investir de l'argent dans des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Vous voyez, il y a de tout. Oui, bien sûr. Oui. C'est l'humanité, quoi, qui ressort. Donc, dans pas ce qu'il y a le plus beau. Hein, voilà, c'est ça, comme toujours. Les monnaies virtuelles, du coup, elles n'ont pas de statut légal, on va dire, et pas d'encadrement. Effectivement, elles n'ont pas de statut légal dans la plupart des pays. Alors, il y a des pays qui ont des statuts légaux un peu plus affirmés que d'autres. Donc par exemple au Japon, je crois que le Bitcoin il est assez bien reconnu. D'accord. Alors il est peut-être pas monnaie légale à 100%, mais il est quand même relativement proche. Oui. L'Ukraine, là, pareil, lui a donné. Alors pareil, c'est pas un statut de. Alors peut-être qu'on est, si vous voulez, ce qui distingue la monnaie légale de la monnaie pas légale, c'est que si vous allez dans un commerce et que vous dites je veux payer en Bitcoin, on est obligé de vous les accepter quand la monnaie est légale. Ouais, d'accord. En fait, c'est ça. Ouais. Le distinguo. Ouais. Donc peut-être qu'on n'en est pas à ce point-là au Japon et en Ukraine. Et en Ukraine, mais on est quand même dans un format qui est très reconnu. Oui. Où du coup, vous pouvez aussi avoir des recours au cas où au niveau légal, parce que c'est quand même reconnu. Ouais. Voilà. Mais c'est au Salvador aussi, non Alors là, on est vraiment dans la monnaie légale pour ce qui est du Salvador et de la République centrafrique. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, qui sont les deux seuls pays qui ont vraiment donné un statut de monnaie légale complet. Oui, d'accord. Donc ça veut dire j'ai le droit de payer mes impôts. Oui. Avec du Bitcoin. Oui. L'administration a le droit de vous payer en Bitcoin. Oui. Ça aussi, puisque ça a été beaucoup, vous vous rappelez, les protestations au Salvador, c'était lié à ça. Oui. Parce que les agents publics avaient peur qu'on les paye en Bitcoin et qu'ils n'aient pas le droit de refuser. Oui. Voilà. Et vous avez le droit, effectivement, d'aller payer votre pain en Bitcoin si vous avez envie. On n'a pas le droit de vous le refuser. Ouais, c'est marrant. Voilà. Mais l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, j'ai vu qu'ils étaient plutôt, on va dire, contre les crypto-actifs en disant que c'est risqué, que on devient la proie de nombreux escrocs. Oui. Bon, ça, de toute façon, comme je vous ai dit, je veux dire, il n'y a pas que la crypto-monnaie. On commence à chasser les escrocs. Ouais. Voilà, il y en a beaucoup partout. Mais c'est vrai que ça a favorisé. Je ne dis pas le contraire. Oui, mais est-ce que ça favorisait parce que j'ai vu pas mal d'articles passer aussi là-dessus sur le blanchiment d'argent, le financement de réseaux terroristes. Qu'on soit bien clair, là-dessus, c'est la crypto-monnaie est plus traçable que le cash. D'accord. Voilà. Donc, il est clair que le cash, c'est toujours le roi du blanchiment. D'accord. Maintenant, il est également très clair que lorsque vous êtes dans une économie qui devient digitale, que vous êtes dans l'économie illégale, que vous faites de l'illicite, si vous faites de l'illicite digital, c'est vachement plus pratique de prendre une crypto que du cash. Oui. Vous allez, si vous vendez sur Internet des trucs illégaux, ça me semble un peu logique que vous trouviez que le Bitcoin c'est sympa. Oui, c'est sûr. Ouais. Voilà. Parce que vendre en digital et aller payer en liquide, c'est un peu compliqué. Donc d'ailleurs, ça avait expliqué que c'était surtout ceux-là qui avaient été dans la première vague de 2013. Oui. En 2013, ceux qui avaient adopté la crypto, c'était surtout les acteurs du dark web. Oui. Mais je veux dire, si vous y réfléchissez, c'est cohérent. Bah oui, vous êtes dans le dark web, vous n'avez pas demandé qu'à quelqu'un de vous ramener une valise de billets, quoi. Je sais pas, ça me semble pas très pratique. Maintenant, il est clair que
c'est toujours le dollar qui est le roi du blanchiment. Enfin, voilà, faut quand même être clair là-dessus. Hein. C'est pas les cryptos. Hein. Et pour les réseaux terroristes, le financement de réseaux terroristes et criminels aussi, il y en a plus qu'avant, oui, parce qu'en fait, ils utilisent éventuellement la crypto, mais toujours moins que les dollars. Oui, d'accord. Voilà, en proportion. Parce que, alors bon, c'est toujours pareil, je peux pas vous le prouver par A plus B, parce que c'est compliqué d'aller trouver les financements exacts. Oui. Par contre, on sait qu'en crypto, on peut rendre totalement anonyme la crypto. Ah, d'accord. Voilà. Oui, ça, c'est vrai aussi. Parce que, si vous voulez, on peut finir par anonymiser en passant par d'autres cryptos. Oui. Le problème que vous avez, c'est qu'en fait, c'est moins liquide. Oui. Donc, vous faites passer des sommes d'argent moindres. Oui. Vous voyez ? Donc, c'est une balance entre les deux. Oui, oui. Voilà. D'accord. Donc, il me semble, moi, que dire que la crypto, c'est la monnaie des malfrats, c'est abusé. Oui. Parce que c'est toujours le dollar, qui est la monnaie des malfrats. Oui, oui. De façon dominante. Par contre, oui, on va pas non plus dire n'importe quoi. Il est vrai que vous avez des dérives. Des utilisations de la crypto pour excusez-moi, il n'y a pas le chat, c'est un peu brut. Voilà, c'est vrai aussi. Donc parce qu'on peut anonymiser la crypto, mais la crypto, sinon, elle est traçable. Hein. D'ailleurs, ça fait partie des débats. Et c'est pas un hasard, si vous voulez, que la première crypto de banque centrale, elle ait eu lieu en Chine, parce qu'en Chine, si vous voulez, les données privées et tout ça, on s'en fiche, quoi. Ouais. Pour nos pays à nous. Si jamais la Banque centrale décide d'adopter une monnaie banque centrale digitale, on a toute cette dimension privée qui plaît pas à tout le monde, si vous voulez. Est-ce que ça veut dire qu'effectivement la Banque centrale, elle sait tout ce que vous faites. En fait, quand on mélange un peu tout, quand on dit que la crypto c'est pas safe, c'est faux, mais c'est vrai en même temps. C'est-à-dire quand c'est pas safe quand vous la gardez. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, si votre compte il est en ligne, il peut être hacké. D'accord. Ça n'empêche que la transaction Bitcoin, elle est mieux sécurisée que si moi je fais une transaction Visa. D'accord. Parce que la sécurité de la transaction opérationnellement parlant, elle est beaucoup plus élevée. Oui. Mais il n'empêche qu'effectivement, mon compte à ma banque, aujourd'hui, il est relativement en bonne sécurité. Autant mon compte en ligne, il peut être hacké. Oui. Donc quand je veux pas être en ligne, il faut que je stocke sur quelque chose donc de hors ligne. Et c'est là où il y a la solution Ledger, donc qui est une clé USB. D'accord. Et donc on va demander, si vous voulez, aux fournisseurs de clés de révéler les identités des gens, lorsqu'ils font des transactions pour, je crois, 1 000 € minimum. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc c'est ça en fait, les mauvaises nouvelles en fait qui sont tombées. Oui, parce que ça c'est depuis quand qu'on leur demande de fournir les noms des gens? Oui, parce que ça veut dire que vous fliquez, quoi. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est depuis quand? Avec le cash, personne vous flique, hein. Oui. Voilà, donc, non, mais voilà, quoi, c'est toujours d'avoir pourquoi est-ce qu'on flique plus quelqu'un qui a de la crypto que quelqu'un qui a du cash, quoi. Vous voyez? Oui. Mais du coup, est-ce que ça leur a fait perdre des clients à des gens comme Ledger? Je ne sais pas. Là, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire, j'en sais rien. Mais par contre, si vous voulez, ça veut dire que ça y est, ils sont à peine nés, qu'ils sont déjà réglementés. Oui. Vous voyez. En fait, c'est ça le problème au niveau j'allais dire en anglais, excusez-moi, mais c'est le state of mind. Vous voyez, c'est-à-dire que voilà, il y a un truc qui naît, forcément on le réglemente. Bon, je veux dire qu'on n'a pas un règlement. Comme je vous dis, quoi, tous les gens qui payent au noir les travaux, les machins comme ça, on va pas, personne ne demande à ce que les banques déclarent tout retrait supérieur à 1 000 €. Mika, en fait, elle alors vous savez comment on aime réglementer en France, on adore ça. Donc nous, on avait déjà commencé avec la loi Pacte. Ouais. La loi sur la loi PSAN. Ah oui, c'est ça, PSAN, oui, je l'ai vu, voilà. Oui, oui, c'est ça, c'est délivré par l'autorité des marchés financiers, c'est ça? Voilà, alors nous, comme on adore réglementer, on avait déjà décidé avant, puisque ça a quand même quelques années maintenant, que on allait obliger les acteurs
des actifs numériques à prendre une licence. D'accord. Et ça, c'est pour la licence, c'est pour attester de leur sérieux, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc en France, on avait déjà décidé que l'activité serait régie par des licences. Oui. Et donc voilà. Donc après, ça provoque, pour le cas où vous connaissez, c'est-à-dire qu'une licence, il faut faire une demande. Une demande, il faut faire son dossier. Il faut prouver. Bref, voilà, je vous fais pas. Et elles sont payantes? Comment on fonctionne en France? Comment? Elles sont payantes, ces licences? Bonne question, je ne me rappelle plus. De toute façon, il y a un coût administratif, c'est sûr. Oui. Voilà, au-delà de ça, je ne sais pas. Donc, je vous mentirais, je ne me rappelle pas. Et par contre, donc comme en bon français, on s'est dit, on allait uniformiser l'Europe. Parce qu'on est quand même les meilleurs. C'est ça. Donc on a voulu convertir tous les pays à notre approche. D'accord. Et c'est là qu'est né Mika. Voilà, c'est Mika. Donc là, effectivement, vous avez vraiment la différence d'approche avec les Américains où eux, ils sont plus dans le wait and see. On va regarder comment tout ça s'opère et puis après, on va voir comment on réglemente. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a cette approche fondamentale. Voilà, sans faire de la psychologie à 2 euros, mais c'est l'idée qu'en fait, fondamentalement, aux États-Unis, on sait que l'innovation, c'est le risque. Oui. Et les risques, c'est le risque. Donc, c'est un coût. Et puis en Europe, où on va ultra protéger parce qu'on n'aime pas le risque. Oui. Voilà, donc. Puis on aime bien mettre dans les cases. On regarde parce qu'on préfère que l'innovation se développe. Oui. Parce qu'on ne sait pas où la freiner, par définition, parce que c'est une innovation. Et alors qu'en Europe, on va se dire, on a un peu vu, alors on va réglementer. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.